Bonjour, on va démarrer sur Zope 3. Alors je me présente en trois mots, hein. Je fais du Python et du Zope 3 depuis 2006, donc c'est pas extrêmement vieux. Dans la salle, il y a sûrement des gens qui font du Python depuis 10 ans, moi ça fait juste 2 ans. Et je suis à l'AFPI depuis 2007. Vous avez ma photo à droite là. Mon email, vous pouvez me contacter sur Secom, Free ou plein d'autres choses derrière, Orange, Gorfou, etc. Sur Jabber, je suis connecté en permanence et je traîne régulièrement sur les canaux IRC, Diez AFPI, Diez Zop3FR qui a été créé par Stéphane Klein cette année et Diez Zop3Dev qui est le canal international pour Zop3. Et je suis indépendant en fait depuis 2004 sous le nom Gorfou. Alors j'ai remarqué que personne ne savait ce que c'est qu'un gorfou. Donc un gorfou c'est ça, c'est une espèce de tux punk. C'est avec des grandes plumes comme ça. Et c'est une espèce en voie de disparition. Donc il y en a quelques-uns par ici et puis c'est tout. Voilà, c'est en train de disparaître. C'est un peu malheureux. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter rapidement. Je vais essayer d'aller assez vite en fait parce que je pense que ma présentation est trop longue. Donc je vais la raccourcir à la fin. Un aperçu général de Zope 3. Ensuite, je vais rentrer un peu dans les détails de l'architecture sous forme de composants qui fait la particularité de Zope 3. Et je vous montrerai quelques exemples d'applications, mais ça, je pense que c'est la partie que je ne vais pas faire, c'est la démo. On verra, je ne pense pas qu'on aura le temps. Bon. Rapidement, un historique de Zope. En 98, il y avait une société qui s'appelait Digital Creations qui avait deux produits qui marchaient assez bien, qui s'appelaient Bobo et Principia, qui sont devenus Zope 2 en 98, qui ont été par le même coup libérés, sont passés sous licence libre. 3 ans plus tard, Digital Creations a été renommé en fait en Zope Corporation et s'est transformé d'entreprise, de société de développement, d'éditeur, c'est passé à une société de services. Après avoir libéré le code de Zope. Et la même année, ils ont commencé à réfléchir sur une nouvelle façon de créer Zope, en fait. Ils ont voulu commencer à le recréer et à penser à une façon de faire du Zope de manière beaucoup plus modulaire et beaucoup plus souple. Alors ça a mûri pendant quelques années, de 2001 à 2005. Et en 2005, il y a la première version qui est sortie, Zope 3.0, qui s'appelait également Zope X3, X pour expérimental, je crois. Que c'était encore très expérimental. Alors ça, la même année, il y a Zope 3.1 et ça a mûri encore jusqu'à Zope 3.2 en 2006. Et Zope 3.2 en fait a subi un changement assez profond. Ils ont simplifié énormément l'architecture de composants. L'année d'après, non, c'est pour Zope 3.3 que ça a été simplifié. Donc c'est encore relativement récent. La version actuellement encore stable, c'est la 3.3. Et cette année, il y a la 3.4 qui est en train de sortir. On espère que ça va sortir. En réalité, bon, on verra plus tard que elle n'a pas besoin de sortir, elle est déjà sortie. C'est vrai. Pourquoi Zope a été réécrit? Alors il y a toujours deux versions en parallèle. Il y a toujours Zope 2 qui continue de fonctionner et qui marche très bien, et qui est utilisé pour des gros frameworks comme Plone, enfin des gros CMS comme Plone. Et Plone est utilisé par une grande quantité d'entreprises. Il y a 170 sociétés dans le monde qui fournissent du service pour Plone, donc c'est encore quelque chose qui marche très très bien. Et Plone, toutes les nouvelles versions, tout ce qui est développé par-dessus Plone en fait, utilise la technologie de Zope 3 maintenant. Donc ça fonctionne encore sur du Zope 2, mais ça utilise de plus en plus de Zope 3. Sachant que Zope 2 et Zope 3 ne sont pas compatibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une application Zope 2 et dire tout à coup je vais la faire marcher sous Zope 3 en modifiant un petit peu. Les changements sont beaucoup plus profonds. Donc Zope 2 en fait, pourquoi ça a été réécrit? Pour éviter en fait ce qui étaient les bonnes idées de 98. Finalement en 98, Zope 2 c'était en gros le Django de 98, c'est-à-dire que ça permettait à l'époque de faire des applications très rapidement. Et donc il y avait des bonnes idées en 98, notamment le développement objet, c'est-à-dire que Zope, en fait, les initiales Zope, c'est Zope Object Publishing Environment, c'est-à-dire c'est une publication d'objets. On a des objets, c'est du développement objet, et on publie les objets. Cette publication d'objets, elle s'est fait à l'époque avec les techniques de l'époque, etc. Mais bon, il y a eu quelques problèmes supplémentaires qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'il y avait de l'héritage en cascade. Dans Zope, il y a des héritages, il y a des classes de base qui sont héritées de notre classe, etc. Il y a des couches qui sont énormes.
Et quand on creuse, on finit par plus y avoir ce qu'il y a tout au fond. Quand on crée un nouveau type de composant, il y a des méthodes qui sont un petit peu bizarres. On ne sait pas trop. Au début, il faut mettre plusieurs types de méthodes, enfin dérivés de on ne sait pas trop quoi. Et c'est des choses à faire. On ne sait pas trop pourquoi on les fait, mais c'est pas très simple. Dans Zope 2 également, la ZODB est surchargée, c'est-à-dire qu'on stocke tout. On peut mettre du code, on peut mettre des templates, on peut mettre le contenu effectivement, mais quand on regarde dans une instance Plone, en fait, dans la ZODB, dans la base de données d'objets de Zope, on retrouve tout un tas de choses et c'est bon. Les particularités aussi de Zope 2 qui ont disparu, c'est l'acquisition, qui est un principe. Je vais pas trop en parler, je vais passer assez rapidement sur Zope 2 parce que je vais en plus de parler de Zope 3. Les Z-classes qui sont une particularité de Zope 2 aussi qui ont disparu. Et le DTML qui est un espèce de langage pour fabriquer des pages web un petit peu à la PHP avec des tags. Qu'est-ce qui a été gardé dans Zope 3 finalement? Les bonnes idées, c'est-à-dire la publication d'objets qui était excellent. La ZODB, qui est une base de données objets qui permet de faire des choses très puissantes et très très simples. Il n'y a pas besoin de faire des requêtes, enfin les objets sont stockés de manière automatique, c'est vraiment très agréable. Et ZPT, qui est un langage de templating, XML, qui était développé après le DTML. Au début, Zope n'avait que le DTML pour fabriquer des pages HTML, et ensuite ils ont développé un système de templating XML. Donc, tout un ensemble de raisons qui font que Zope 3 est plus moderne, plus pythonique, plus standard, plus simple, etc. Ça permet de faire des choses beaucoup plus modulaires, de faire du développement agile, d'avoir du code plus fiable parce qu'il peut être plus testé. On peut réutiliser beaucoup plus de choses dans Zope 3, c'est-à-dire qu'on peut développer des composants de manière complètement indépendante et ensuite les réutiliser très facilement. Et s'ouvrir, ça fait référence au fait que c'est compatible WSGI. Bon, ça, je ne vais pas en parler non plus. Il y a une conférence sur WSGI qui sera demain, je crois. Et donc, finalement, avec Zope 3, qu'est-ce qu'on fait? On met du code dans des fichiers, on ne met plus le code dans la base de données. Donc, on peut le mettre dans un système de versionning comme SVN ou des choses comme ça. Donc, c'est un modèle de développement qui est beaucoup plus standard que Zope 2, finalement. C'est moins déroutant, je dirais, pour quelqu'un qui découvre, par exemple quelqu'un qui a fait du PHP, etc., qui avait l'habitude de poser ses fichiers sur le file system. Des choses. Bon, je pense qu'il sera moins dérouté que quelqu'un qui veut se lancer dans Zope 2. Ensuite, la grande particularité de Zope 3, c'est les interfaces et le fait qu'il y ait des composants réutilisables. On va voir ça juste après. Et enfin, ça utilise une bonne quantité de techniques issues du design pattern, notamment la délégation, l'adaptation et les proxys. Les proxys sont utilisés pour la sécurité dans Zope 3. Et enfin, ça utilise, voilà, j'en parlais, le WSGI. WSGI, c'est une passerelle une passerelle standardisée qui est entre l'application et le serveur web. Build-out qui permet de faire du déploiement. Il y aura également une conférence sur Build-out demain. Alors, récemment, donc depuis à peu près un an ou un an et demi, Zope a subi une crise d'identité. Zope 3 a subi une crise d'identité, c'est-à-dire qu'on ne savait plus exactement ce que c'était. Zope 2, c'était une application initialement. Bobo plus Principia, c'était une application. Et on développait des sites avec Zope 2, soit en modifiant des choses dans l'interface web, ou bien en créant des plugins. Donc c'était une application et on mettait des plugins par-dessus cette application. Zope 3 au début a été plus ou moins fait de la même façon, c'était un petit peu monolithique, bien qu'utilisant un système de composants, c'était monolithique. Et l'année dernière, ça a éclaté en fait en eggs. Tout a été séparé et Zope maintenant est livré sous forme d'une multitude d'eggs Python. Et si on regarde comme témoin de cet éclatement, si on regarde sur le cheat shop, dans la rubrique framework, donc dans l'index des paquets Python, si on regarde, TurboGears, il y a 84 paquets, Django, il y en a 9, Zope 2, il y en a 215, et Zope 3, il y en a 512. Donc c'est pas pour prouver que Zope fait plus de choses ou est mieux, c'est surtout pour prouver qu'il est beaucoup plus modulable, et qu'il est découpé en autant de fonctionnalités qu'on veut. Et tout ça a finalement induit des retards dans la release, parce que Zope 3.4 est toujours pas sorti, mais en fait tout le monde l'utilise. C'est-à-dire que les paquets sont réalisés séparément, ils ont chacun leur numérotation, et quand on en prend un ensemble de ces paquets, ça forme Zope 3.4. Mais il n'y a pas encore quelqu'un qui a décidé que voilà, ça y est, aujourd'hui c'est fini, il y a Zope 3.4 qui est là. Il suffit de le faire, ça doit prendre 1 heure pour la personne qui va le faire, mais ça n'a pas été fait.
Alors, Zope 3.4 sera livré en deux façons différentes, encore d'une manière monolithique comme c'était avant, c'est-à-dire qu'il y aura un gros Dart.gz que vous pourrez récupérer sur le site et installer comme vous installiez Zope 2. Et il est livré également sous une forme modulaire, sous la forme d'ex, c'est-à-dire que vous commencez à créer votre application, au lieu d'installer Zope et ensuite de créer votre application par-dessus, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que Zope est indépendant de votre application. Vous commencez à créer vos classes et au fur et à mesure que les outils vous conviennent, ce dont vous avez besoin, vous indiquez ces dépendances et ils sont automatiquement téléchargés et installés. Après, c'est Zope 3 aujourd'hui, donc les applications compatibles SDI, c'est un ensemble de bibliothèques pour les usages, c'est surtout une programmation par composant. Ensuite, il y a un ensemble d'outils, des outils web, une outil de documentation qui l'API doc permet de documenter tout le code. Alors, la documentation de Zope code, il y a des tests qui sont faits, qui sont automatisés. Et se retrouve une interface web unifiée, le doc, qui permet d'avoir le JavaScript à la fin. Il y a un debug, on tombe sur une page sur laquelle on peut directement taper du code, c'est à la base, et faire tout un tas de manipulations de gestion. Mais la ZMI n'est plus trop utilisée dans Project et Grok Project. Démarrez votre instance Zope et ça fonctionne. Les entreprises qui font du Zope 3, c'est surtout des entreprises qui font du Plone, comme Plone utilise des technologies Zope 3, elles en font. Il y en a à l'étranger, il y a pas mal d'entreprises qui font à l'étranger du 3 pur, on va dire. Alors les bibliothèques Zope 3, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? D'abord, on a la composante architecture. Autour de ça, il y a le framework Twisted qui utilise Zope interface déjà. Ensuite, on a un ensemble de paquets qui sont mis dans l'espèce de nom Zope App qui correspondent à l'ancienne, qui correspondent au serveur d'application lui-même, en fait, qui sont assez dépendants entre eux, ils sont dépendants de la ZODB, tout ça c'est assez entremêlé. Et beaucoup de paquets ont été séparés, tout ça, et ont été mis dans un espace de nom séparé en fait. Donc si on reprend ici par exemple Basic Skin, ça permet d'avoir la skin, une skin par défaut pour Zope. Container, c'est un modèle de données. Folder aussi, File, c'est un modèle de données qui sont stockés dans la base de données. Zope.schema, ça permet de créer des modèles de données. La forme lib vous permet de faire de la génération automatique de formulaires web. Donc vous créez vos schémas de données avec Zope.schema. Ensuite, les formulaires web sont générés automatiquement avec la forme lib et ils peuvent être validés. Bon, je ne vais pas faire le détail, il y en a une grande quantité, il y en a 500. Ensuite, il y a un ensemble de paquets qui sont créés par la communauté. Z3C, ça veut dire Zope 3 Community. Donc là, il y a un autre framework de formulaire qui est là, qui est encore plus évolué. Et bon, tout un ensemble qui permet de... Bon, je ne vais pas détailler. Ensuite, il y a la Zope Corporation, en fait, qui est l'entreprise à l'origine de Zope, qui développe également un ensemble de paquets. Et puis, vous avez encore de nombreuses autres entreprises ou particuliers qui créent des paquets régulièrement pour Zope. Donc, il y a maintenant une grande quantité. Il y a 2 ans, on pouvait dire il n'y a pas beaucoup de choses sur Zope, on ne sait pas trop... qu'est-ce qu'il y a comme paquet, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire du workflow, etc. Là, vous avez plus ou moins tout. Vous avez une gestion du workflow ici, par exemple. Ici, vous pouvez faire des requêtes évoluées sur la base de données. Alors, SVN folder, c'est quelque chose qui permet d'afficher un dépôt SVN à l'intérieur de Zope. Ça, c'est Gaël qui l'a créé. Et finalement, la ZODB, qui est une base de données objet, qui permet de stocker de manière transparente les objets Python. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Zope, finalement, d'un point de vue de fonctionnel? Bon, vous pouvez créer, ça j'en ai parlé il y a 2 minutes, vos modèles de données avec des schémas. Vous avez un templating, qui est les Zope Page Template. Vous avez de l'indexation, de la recherche, la base de données objet qui est la ZODB. Vous pouvez également utiliser des bases de données SQL et des ORM si vous voulez. Par défaut, la base fournie, c'est la ZODB, c'est une base objet. Je vais en parler juste après, mais vous pouvez, si vous voulez, faire du SQL. Ça rassure les gens en général. Les gens ont un petit peu peur de la ZODB, j'ai remarqué. Ensuite, il y a une gestion de la sécurité, une authentification modulable, les formulaires web. Vous pouvez faire de l'Ajax aussi. Il y a un framework qui s'appelle KSS qui est très bien, qui permet de faire de l'Ajax sans écrire une seule ligne de JavaScript. Ça se fait par des déclarations qui ressemblent à du CSS un petit peu. jQuery également, qui est utilisé dans le framework de formulaire qui s'appelle z3c.form, enfin une extension avec JavaScript qui s'appelle z3c.formjs. Ensuite, vous avez un framework de test, un framework de dépréciation qui permet d'indiquer que vos objets sont vieux, ils sont plus valables, il faut les changer, etc. Un framework de migration de la ZODB, du workflow, de l'internationalisation, etc., de l'Unicode. Bon. Méthodologie de développement, je vais zapper un petit peu, je vais juste dire... Alors, Zope, en fait, globalement, Zope 3, il est créé de la manière suivante. Il y a d'abord des tests qui sont écrits et ensuite l'implémentation est faite après avoir écrit les tests.
Ça permet d'avoir de la non-régression automatiquement. À chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, on écrit d'abord un nouveau test et une fois qu'on a écrit ce nouveau test, on écrit l'implémentation. On redéroule tous les tests et on vérifie que tout ce qui était créé avant continue de marcher. Donc tout est fait de la sorte hein, et il est conseillé quand on développe en ZOP 3 de faire de la même façon. Je vais parler rapidement de la ZODB. Qu'est-ce que ça permet d'avoir la ZODB? C'est une base de données objet. Ça se présente de la façon suivante. En fait, quand elle est vide, vous avez un objet qui s'appelle l'objet racine, qui est vide, dans lequel vous mettez des objets Python, qui peuvent être n'importe quoi. Il suffit de les stocker. Donc là, si on prend un exemple d'URL ZOP 3, vous avez la machine qui est là, ensuite un objet 1, la racine de la ZODB donc, va se retrouver ici. L'objet 1 est stocké dans la racine, alors il peut être stocké d'une façon ou d'une autre, la racine se comporte comme un dict en fait. Dans l'objet 1, vous avez un objet 2, puis un objet 3, donc les objets sont imbriqués entre eux, ou ils peuvent être dans l'attribut l'un de l'autre, ou en dict, ou comme on veut, et tout à la fin, vous avez une vue qui permet d'afficher l'objet précédent. Le traversing, c'est quelque chose qui permet de décider, en fait, quand on a un objet 1, comment l'objet 1 va accéder à l'objet 2, comment l'objet 2 va accéder à l'objet 3. Ça n'a rien à voir avec la ZODB, mais bon, je voulais l'illustrer ici, c'est-à-dire que la gestion des URL dans ZOP n'est pas complètement figée. On fait ce qu'on veut avec. Bien. N'importe quoi. C'est bien tous mes mails. Je vais couper l'internet. Bon. Alors la ZODB, donc qu'est-ce qu'il y a dans la ZODB? Enfin, quelles sont les fonctionnalités que ça apporte? Premièrement, c'est de la persistance. Donc les objets sont stockés de manière automatique. Vous n'avez rien à faire pour qu'ils soient stockés. Il n'y a pas de requête à faire. Vous n'avez pas à faire save ou quoi que ce soit. La seule chose que vous avez à faire, c'est dériver votre objet de persistant. Vous faites from persistant, import persistant. Vous héritez de persistant et votre objet est stocké automatiquement dans la base de données, si tant est que vous le mettez dans un autre objet qui lui-même est persistant. Deuxième chose, il y a une implémentation de B-tree qui permet de stocker une grande quantité d'informations de manière efficace. Donc si vous avez des dizaines de milliers, enfin, le temps d'accès ne va pas augmenter de manière exponentielle par rapport au nombre d'objets. Le seul inconvénient des B-trees, c'est qu'ils ne sont pas très performants quand il y a un grand nombre d'écritures simultanées. Vous avez des transactions, ça c'est très efficace ces transactions parce que tout ce que vous faites dans votre requête entre le moment où vous démarrez vos traitements et le moment où vous renvoyez votre réponse au navigateur, vous commencez à faire des choses, à stocker des objets, voilà, j'écris un attribut, je fais ceci, je fais cela, tout à coup, paf, une exception. À ce moment-là, tout ce qui est fait avant, c'est annulé et on se retrouve dans l'état où on était avant. Donc il n'y a pas besoin de gérer cette chose-là. Du coup, qu'est-ce que ça apporte en même temps? Un historique. Tout ce qui a été fait dans la base est enregistré, ce qui implique que la base grossit régulièrement et qu'il faut purger l'historique, ce qu'on appelle un pack. C'est très pratique parce que ça permet de retrouver des trucs anciens. Moi, j'ai un client qui m'appelle un jour, il me dit j'ai des commentaires sur ton application et ils ont disparu. Le client avait marqué des commentaires, ils ont disparu. Comment ça se fait? Je lui dis bon, je vais aller voir. Je suis allé voir, j'ai retrouvé l'ensemble des commentaires qui avaient été écrits, la date à laquelle ils ont été écrits, la date à laquelle ils ont été effacés et qui les a effacés. Donc j'ai pu lui prouver que c'était elle qui les avait effacés. Enfin, ou quelqu'un en utilisant son compte, ça je ne sais pas. La dernière version, la version 3.8 de la ZODB inclut un support des blobs. Les blobs, c'est des gros objets binaires en fait qui sont stockés dans la ZODB, enfin qui ne sont pas stockés dans la ZODB en fait. C'est-à-dire qu'on peut mettre une vidéo de 200 mégas, une vidéo de 300 mégas ou de 1 giga ou quoi que ce soit. La vidéo est posée sur le file system et la ZODB ne stocke qu'un identifiant en gros. Et ça permet de profiter de tout ça, de l'historique des transactions, de tout l'avantage de la ZODB. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker juste un fichier et de l'avoir à s'en occuper nous-mêmes, on va pouvoir faire une mise à jour de l'objet et l'objet va bénéficier de tous ces avantages, même s'il n'est pas réellement dans la ZODB. Ensuite, il y a plusieurs méthodes de stockage. Par défaut, la ZODB, c'est un gros fichier. Donc ça, c'est la méthode file storage, qui est la méthode par défaut qui est utilisée. Il en existe également une autre qui s'appelle directory storage, qui permet de stocker
l'ensemble des objets dans une arborescence de dossiers. Et une plus récente qui s'appelle Rel Storage qui permet de stocker l'ensemble des objets dans une base de données SQL. Le seul avantage que ça apporte, c'est que ça rassure les clients et que ça permet de bénéficier de certaines fonctionnalités de réplication des bases de données, des choses comme ça. Enfin, quand votre site grossit, vous pouvez faire ce qu'on appelle un cluster ZIO. Un cluster ZIO, c'est la ZODB qui est stockée sur un serveur ZIO, qui est une instance ZOP. Les 5 en fait sont la même application globalement. Il y en a un qui est un serveur. Et ensuite, vous avez 4 clients qui sont sur 4 machines différentes. Donc vous pouvez absorber la charge par les clients et la ZODB dessert en fait tous les clients. Alors finalement, ZODB ou pas, ça c'est la grande question, ça fait peur à pas mal de monde. Moi, la conclusion que je donnerais, c'est si vous faites de la programmation objet, que vous utilisez des objets, et que vous avez besoin de stocker des objets, la ZODB est une solution idéale. Si vous avez besoin de stocker des données qui sont tabulaires, purement linéaires, une base SQL est pas mal. Donc c'est une bonne idée de mixer les deux. On peut utiliser un ORM, mais finalement, si vous faites de la programmation objet, l'ORM, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décomposer les objets, les stocker dans une base, dans des tables, et quand on fait une requête, il recompose les objets depuis les tables. Donc ça fait une surcharge qui n'est pas forcément négligeable, que permet d'éviter la ZODB. Donc, qu'est-ce que c'est que la component architecture ? Alors, on arrive au centre, en fait, au centre de ZOP. C'est 2 paquets principalement. C'est ZOP Interface et ZOP Component. Alors ça, c'est un gorfou qui est triste parce qu'il ne sait pas encore ce que c'est que la component architecture. Alors, on y va. Voilà un objet Python. Je me suis amusé un petit peu avec Blender. Un objet Python que j'ai représenté sous la forme d'une sphère. Pourquoi une sphère ? Parce que c'est un objet qui contient de l'implémentation. Il y a quelque chose à l'intérieur. Alors j'ai pris l'exemple du blog parce que c'est un exemple classique et c'est très parlant. À gauche, vous avez le code correspondant qui est très simple, juste une classe avec un attribut et une méthode. Et ensuite, vous avez la notion d'interface. Une interface, je l'ai représentée sous la forme d'un plan parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Une interface, c'est creux. Voilà. Donc vous avez une interface. Comment on écrit une interface ? C'est from ZOP interface, import interface. Et vous dérivez l'interface et c'est tout. Ensuite, vous créez vos attributs vides et vous avez une interface. Vous assemblez les deux, ça vous fait un objet qui implémente une interface. Comment on exprime le fait que l'objet implémente l'interface ? Vous faites ZOP, from ZOP interface, import implements. Et vous avez un objet qui implémente une interface. Ça permet de savoir ce que fait l'objet, juste en regardant l'interface, et d'avoir un contrat, en fait, de faire de la programmation par contrat. Maintenant, l'objet, il reste très simple finalement. Quand on fait de la programmation avec ZOP 3, on écrit peu de choses. Les classes restent très simples et elles font juste le minimum. Le blog, qu'est-ce qu'il a besoin de faire ? Il a besoin de stocker la liste des posts du blog et de poster un nouveau blog, c'est tout. Après, si on veut connaître la taille du blog, par exemple, comment on fait ? Là, on ne peut pas savoir la taille du blog. Si on veut connaître la date de dernière modification du blog ou la date du dernier post, ou si on veut connaître l'URL à laquelle on peut trouver un post, on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va écrire des nouvelles méthodes dans le blog. On va mettre une méthode getSize par exemple dans le blog. On va mettre encore une méthode pour obtenir quelque chose, etc. Et on se retrouve avec finalement une classe qui va être énorme et qui va contenir trop de méthodes et qui sera à terme illisible. Donc au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai raté une slide, c'est pas grave. ZOP Interface, qu'est-ce que ça permet de faire ? ZOP Interface contient une API. En fait, ça sert à quoi d'avoir des interfaces dans Python ? Vous pouvez faire, les interfaces sont des classes en fait. Donc vous pouvez déclarer qu'une classe implémente une interface. Vous pouvez interroger l'interface directement et savoir si elle est effectivement implémentée par le blog. Alors là, vous avez l'objet qui était l'instance, et là, vous avez la classe. Donc vous pouvez savoir si la classe implémente ou si l'objet fournit. C'est 2 vocabulaires différents. Vous pouvez indiquer que votre blog va fournir une nouvelle interface. Vous pouvez également vérifier que l'objet, l'instance, implémente bien l'interface ou pas. Vous pouvez vérifier que la classe implémente l'interface, et vous pouvez également stocker des informations dans l'interface. Donc,
Imaginons qu'on veuille avoir la taille du blog maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien interroger le blog, non pas par son interface qui est iBlog, qui contient pas grand-chose, juste les posts et devpost, mais par une autre interface qui donnerait des méthodes qui permettent d'avoir la taille. Sauf que le blog, il n'implémente pas l'interface iSized, qui est une interface qu'on peut retrouver dans un paquet qui s'appelle ZopeSize. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un adapteur entre les deux. L'adapteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper de fournir l'interface iSize. Donc il implémente iSize et il s'adapte à l'interface du blog. Alors il est là, c'est class blog, implement iSize, il s'adapte au blog. C'est tout. Et ensuite on écrit l'implémentation de l'interface iSized. Comment on fait pour récupérer un adapteur? Maintenant, soit on le crée directement en faisant un import, on importe l'adapteur et bon, ça n'a pas un grand intérêt. Ou bien on utilise la component architecture. La component architecture, donc c'était Zope Interface et Zope Component. Dans Zope Component, vous avez une méthode qui s'appelle getAdapter qui permet de récupérer un adapteur en fonction de l'objet qu'on veut être adapté et en fonction de l'interface voulue. Il y a une écriture simplifiée qui consiste à dire juste on a un blog, on veut avoir la taille du blog, donc on veut iSized de blog. Et ça permet de récupérer automatiquement l'adapteur. Après, l'adapteur, il est où? Il est où? Le principe de Zope 3, en fait, c'est d'avoir un registre. Donc on a un registre de composants qui s'occupe de stocker en fait, la liste des composants disponibles, donc block size qui est un adapteur, de savoir qu'est-ce qu'il fournit et qu'est-ce qu'il adapte. L'adapteur, il est créé automatiquement. Il suffit d'utiliser le paquet Zope Component et vous avez automatiquement un registre. Et ensuite, vous pouvez déclarer dans le registre des composants en fonction de vos interfaces. Donc là, l'adapteur block size, il est inscrit dans le registre. Il fournit iSize et s'adapte au blog. Comment on fait pour inscrire un composant dans le registre? Il y a deux méthodes. Une méthode en Python pur. Zope Component fournit une fonction qui s'appelle provideAdapter. Il suffit d'écrire provideAdapter block size et l'adapteur est automatiquement inscrit dans le registre. Il existe également un langage de configuration qui s'appelle le ZCML qui permet de faire l'inscription, non pas en Python, mais dans un langage XML. Et c'est pas plus compliqué. Bon, c'est pas plus compliqué. Il suffit d'écrire adapteur factory block size. Sauf qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont traumatisées par le XML. Et il y a un grand nombre de personnes aussi qui aiment bien les conventions plutôt que de la configuration. Parce qu'après tout, c'est un langage de configuration, le ZCML, qui permet de configurer tous les composants de Zope et de faire la glue entre tous ces composants. Donc il y a des gens qui se sont mis à créer un framework au-dessus de Zope 3 qui s'appelle Grok, qui permet d'éviter ce langage de configuration qui fait peur à pas mal de monde. Alors la même chose, un adapteur, ça s'écrit un petit peu différemment. On hérite de Grok adapteur. On dit Grok contexte, on s'adapte au blog et on fournit iSize. Donc c'est un petit peu la même chose. Et ça, c'est la mascotte de Grok, qui est un homme des cavernes et qui a pour mission de détruire le ZCML. Bon. Moi, le ZCML ne me dérange pas. Mais bon. Alors un adapteur, qu'est-ce qu'il fait? Théoriquement, il s'adresse à l'interface qui est là, iBlog. Mais en réalité, il accède à l'objet, donc il fait ce qu'il veut. Voilà. Il peut aller puiser dans l'objet en plein milieu comme il veut. Là, je l'ai représenté de cette façon-là. C'est dans le constructeur de l'adapteur. Contexte. Alors l'adapteur, j'ai pas trop détaillé tout à l'heure, mais finalement l'adapteur, qu'est-ce qu'il fait? Dans le constructeur de l'adapteur, on récupère l'objet adapté. Et là, l'objet adapté, je vais écrire un attribut qui s'appelle foobar égale 12. Donc foobar, ça ne fait pas partie de l'interface iBlog, mais je vais quand même l'écrire. Donc ça, c'est un truc... il faut faire un petit peu attention quand on utilise des adapteurs parce qu'on peut faire n'importe quoi. Alors, une méthode pour ne pas le faire, c'est d'utiliser des interfaces marqueurs. C'est-à-dire qu'on utilise une interface qui est là, qui est une interface vide, qui ne contient rien, elle n'a pas de méthode, elle n'a pas d'attribut, elle sert juste à indiquer qu'on rajoute à l'objet une particularité. Rajouter à l'objet une particularité, ça veut dire que le fait d'avoir cette interface, la nouvelle interface qui s'appelle, on ne voit rien du tout, qui s'appelle iAnnotation, permet d'avoir automatiquement un nouveau composant qui s'appelle annotation, qui est un adapteur. Cet adapteur, il s'adapte à l'interface qui est là, et il fournit une nouvelle interface qui est iAnnotations. Il est là. Donc,
Et pour rajouter, en fait, pour rajouter cette interface, là, le blog, ajouter une interface, donc on déclare que l'objet implémente cette interface, ça se fait aussi en ZCML. Class égale blog, on écrit implements interface iAnnotatable. Ça se lit directement. Donc l'objet, il est là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cet objet? On a une nouvelle interface. Donc on peut accéder au blog par une nouvelle interface qui s'appelle iAnnotations, qui permet de stocker des annotations. Des annotations, c'est un ensemble de données, ça peut être n'importe quoi, c'est des métadonnées en général. C'est quelque chose qui ne concerne pas directement le boulot que doit faire le blog, qui est de stocker des billets de blog et de poster un nouveau blog. C'est des métadonnées, c'est-à-dire la date à laquelle a été créé le blog, ou bien des choses comme ça. On stocke ce qu'on veut, en fait c'est un dictionnaire, c'est un dict, il est là, et on met ce qu'on veut à l'intérieur. Un exemple d'application, c'est la gestion des commentaires, par exemple. Un blog, on aime bien avoir des commentaires sur un blog. Donc, on rajoute une interface AI commentable, et ça nous ramène un adapteur qui s'appelle Comments, qui va nous faire la gestion des commentaires. Voilà, il est là. Donc, automatiquement, on a des commentaires sur notre blog. Ça, c'est pour illustrer le fait que, du coup, on a notre blog et notre interface qui sont en bas, qui sont fournis par un paquet qui est my.blog. C'est le paquet que vous avez développé. Et il y a un paquet qui s'appelle zc.comment qui est là, qui est un paquet qui est fourni par la Zope Corporation, qui vous donne un adapteur, une interface, etc. Donc vous avez juste à écrire ça. Vous dites que votre objet implémente l'interface iCommentable, donc vous dites qu'il est commentable. Et juste le fait de dire ça, vous avez juste une ligne à écrire en ZCML. Votre objet, et vous obtenez automatiquement un adapteur qui vous fait de la gestion des commentaires. Donc vous n'avez rien à faire. Vous avez une ligne à ajouter en ZCML et automatiquement, sans avoir rien fait, vous avez une gestion des commentaires. Après, il faut les afficher, les commentaires. Bon. Alors les adapteurs, à quoi ça peut servir? Ça peut servir à stocker, par exemple, des métadonnées, une gestion des commentaires, ça c'est ce qu'on a vu. Ça permet d'avoir l'URL d'un objet. Vous avez un objet qui est stocké dans la base, vous savez savoir où il est. Donc vous voulez l'interroger par une autre interface, une interface qui s'appelle iAbsoluteURL, je crois, un truc comme ça. Et donc vous faites iAbsoluteURL de votre objet et vous obtenez l'URL de votre objet. Et bon, ça sert pour un ensemble d'autres utilisations. Ça peut servir pour générer des vignettes d'aperçu. Donc vous pouvez avoir par exemple un paquet qui va s'occuper de fabriquer des vignettes d'aperçu pour stocker par exemple des vidéos. Vous avez des vidéos et vous voulez créer des vignettes. Vous pouvez créer ça dans un paquet qui est complètement indépendant et le réutiliser ensuite dans une autre application. Ensuite, on veut afficher notre blog. Alors le blog il est là. On a notre navigateur qui est à droite. Il envoie une requête par post, get ou n'importe quoi. La requête passe à travers le publisher. Alors entre les deux, il peut y avoir Apache et puis d'autres choses, un proxy, ce qu'on veut. Le publisher, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va prendre la requête, il va s'occuper de créer un objet. Le voilà. Donc on a un nouvel objet qui fournit iRequest et qui est un objet browser request. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a deux objets et on voudrait afficher notre blog. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un multi-adapteur, c'est-à-dire que c'est un adapteur qui va fournir une interface iBrowserPage et qui va s'adapter à deux objets. Il est là, il prend 3 lignes. En fait, il est déjà créé puisque Zope Publisher Browser contient déjà un multi-adapteur qui permet de faire ce genre de choses. Et en fait, ça correspond à la vue. Dans le modèle MVC, modèle View Controller, vous avez le modèle qui est là. Et la vue, elle est ici. Et la vue, en fait, est un multi-adapteur. C'est un adapteur sur l'objet, votre objet que vous voulez afficher et la requête du navigateur. Et ça s'occupe de fournir une interface qui est là, call, qui permet directement de générer le HTML en fait. Donc le HTML, il va sortir par là. Comment on fait pour inscrire la vue dans le registre? Vous avez une simple, il y a deux méthodes. Vous avez une simple directive XML qui permet de le faire. Donc vous écrivez le nom de la vue, là c'est index.html, ça correspond à la page, ici. Donc là, on a deux composants qui sont inscrits, la vue du blog et une vue d'édition qui permettrait de modifier le blog. Donc il y en a un qui s'appelle edit.html et l'autre qui s'appelle index.html. Ils sont gérés tous les deux par des classes indépendantes. Ensuite, on peut faire du templating. Donc ça, c'est il suffit de réécrire la vue call et vous pouvez faire gérer votre affichage de la vue par du templating ZPT. Et il suffit de rajouter une ligne dans la déclaration pour pointer vers le fichier de template en fait.
vous pouvez réécrire la vue call qui permet de générer, là c'est celle-là qui génère le HTML ici, view page template file, c'est ça qui va fabriquer la page. Donc les adapteurs, là on a vu deux types d'adapteurs, les adapteurs simples qui adaptent un objet, les double adapteurs qui adaptent deux objets. Un exemple de double adapteur, c'est les vues. Il existe également des triple adapters qui adaptent trois objets. On appelle ça, il y a une catégorie, c'est les content providers. Ça permet de créer des morceaux de page. Et le morceau de page va dépendre du contexte, donc de votre objet, de la requête et de la vue. Donc si vous avez deux vues différentes, vous pourrez avoir un affichage différent. En fait. Il existe également des quadruple adapteurs qui adaptent quatre objets. C'est pareil, c'est un morceau de page. Ça permet de générer des menus très facilement. Et ça s'appelle un viewelet, et le viewelet est incorporé dans un viewelet manager. Bon, je veux pas ça parce que c'est moins courant. Et finalement, qu'est-ce qui manquait? On avait 4, 3, 2, 1. Il manquait un dernier composant qu'on appelle l'utility, qui est exactement la même chose, sauf qu'il n'adapte rien du tout. Il fournit juste une interface. Et il est inscrit dans le registre. À quoi ça peut servir les utilities? Bon, c'est un exemple que j'ai fait. Par exemple, c'est des factories. Vous voulez générer un nouveau billet de blog. Vous avez un paquet qui va vous fournir une génération de billets en HTML, un autre en RST, un autre en Open Document. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites je veux un composant qui me fournit un nouveau billet de blog. Donc je fais get utility de iPostFactory, c'est-à-dire que je veux un composant qui me génère un post, et vous mettez le nom du composant, et bon, vous l'obtenez. Les utilities, à quoi ça peut servir? Ça peut servir à récupérer des factories, des composants, n'importe quoi, un dossier dans la ZODB, vous pouvez l'inscrire dans un registre comme fournissant une interface, et vous pouvez le récupérer via cette méthode, cette fonction getUtility. Ça peut servir pour l'authentification, enfin ça a plein d'utilités. Les rôles sont des utilities aussi dans Zope. Bon, ça c'est vous maintenant que vous avez compris la component architecture. C'est bon? J'ai fini. La démo, je ne vais pas la faire parce que je vais juste vous montrer la ZMI en fait, donc l'interface de gestion de Zope. J'ai fait rapidement quelques captures d'écran tout à l'heure. Ça se présente comme ça. En gros, c'est des menus. Vous avez la racine ici de la ZODB. La ZMI, ça correspond en gros, pour MySQL, vous avez une PHP MySQL qui permet d'avoir une visualisation sur une base de données MySQL. Là, ça correspondrait à un pi MyZODB, plus ou moins. Quelque chose comme ça. Donc vous voyez le contenu des ZODB. Là, on est à la racine. Il y a un objet folder qui s'appelle un extranet. Ici, vous avez les différentes vues de la racine. Vous pouvez faire de l'introspection. Vous pouvez inscrire directement des nouveaux composants. Là, vous avez un menu dans lequel vous pouvez ajouter des nouveaux objets. Donc un dossier, une image, un fichier, un site, machin, etc. La vue introspection permet de savoir ce que fait l'objet, donc voir toutes les interfaces qu'il fournit, quelles sont les classes de base et ses attributs, les méthodes, etc. Et inscription, c'est ce qui permet d'inscrire l'objet dans le registre. Donc là, typiquement, vous avez un objet folder qu'on peut inscrire comme étant un site ou un folder ou n'importe quoi. Vous donnez un nom d'inscription et vous pouvez mettre un commentaire. Ça, c'est les outils web dont j'ai parlé dès le début. Un deuxième outil web, c'est l'API Doc. L'API Doc, en fait, c'est une interface web comme ça qui contient un ensemble de liens ici. Vous avez le livre du développeur ici qui permet d'avoir toute la documentation. La vraie documentation, c'est tous les doc tests. En fait, on accède aux doc tests qui sont dans le code source de Zope. Vous pouvez naviguer dans le code. Je ne sais pas si j'ai mis après. Voilà. Là, dans le code, vous pouvez avoir tous les classes. Donc toutes les classes. Vous avez Zope, c'est l'espace de nom Zope. ZC, vous avez Z3C. Bon, il n'est pas là parce qu'il n'a pas été installé. Et vous pouvez naviguer dans l'ensemble de toutes les classes et les API doc. Il me reste 2 slides. Qu'est-ce qui fonctionne au-dessus de Zope 3 aujourd'hui? Vous avez le Launchpad, qui n'est pas un pur Zope 3, mais qui fonctionne en partie sur la component architecture.
un gros projet qui s'appelle School Tool, qui est une gestion de... Je ne l'ai jamais essayé, donc je ne sais pas réellement ce que c'est. C'est pour les écoles, hein, ça gère des emplois du temps, je crois. Il y a des nouveaux CMS qui sont en train de sortir, un qui s'appelle Hivert, qui fonctionne sur une base SQL, donc qui ne fonctionne pas sur la ZODB, un qui s'appelle Z3EXT. Il y a Plone, évidemment, qui utilise en grande partie du ZOP3, et bon, il y a quelques sites web, etc. Kelpie, c'est un site que quelqu'un a fait qui permet de stocker, d'enregistrer des bouts de code, qui est sympa, pour partager des bouts de code. Et une application, ça c'est un projet que j'ai fait l'année dernière, un projet d'épidémio pour SOS Médecins, qui permet de tracer des courbes d'épidémiologie pour surveiller les épidémies. J'ai terminé, voilà la documentation. Vous avez principalement un livre en anglais. Il n'y a pas beaucoup de documentation, c'est le gros inconvénient de ZOP3. La documentation est inclue dans le code, mais il faut aller la chercher. Donc vous avez un livre qui est excellent par contre, qui en 2 semaines vous pourrez tout comprendre. Le site zop.org est en train d'être refait, donc quand il sera fait, j'espère que c'est dans 1 mois ou 2 mois, il sera beaucoup plus accessible et joli que ce qu'il est actuellement, parce que pour l'instant c'est un fouillis. La communauté francophone, vous avez une liste AFPI qui s'appelle Zop3 French Users et un canal IRC, et la communauté internationale, vous avez également 2 listes et un canal IRC. Merci pour votre attention. Bon. Si vous avez des questions, on va faire 3 questions maximum. Moi, je voulais juste avoir un petit retour d'expérience sur ton expérience. Tu disais qu'il fallait 2 semaines pour lire le livre et le comprendre, mais globalement, pour arriver à un niveau où tu es capable de faire des applications ou des sites qui fonctionnent pour des clients et qui rendent un service, tu penses qu'il faut, enfin, comment on appelle ça, learning, enfin, la courbe d'apprentissage, et comment, enfin, ça paraît quand même être un gros morceau, quoi. Donc, la courbe d'apprentissage, elle est assez raide, hein, je l'admets. ouais, Elle est assez raide. j'imagine bien. Mais il faut avoir compris, en fait, c'est principalement ça qu'il faut avoir compris, là, le truc que je vous ai mis en 3D, là. Il faut se faire une représentation mentale de ce type de choses, et ensuite tout fonctionne de la même façon. Donc une fois qu'on a compris ça, après ça passe vraiment tout seul. Moi au début j'ai mis 6 mois à essayer de comprendre comment ça marchait, sans bouquin. J'ai cherché des exemples de code sur internet, des documentations, il n'y avait pas grand chose. Au bout de 6 mois j'en ai eu marre et j'ai vu que ce bouquin sortait, je l'ai acheté et en 2 semaines c'était bon. Et j'ai vu des gens qui démarraient sur Zoc3 et qui démarrent directement avec le bouquin. Et qui sont OK en 2 semaines. Moi, mon premier projet que j'ai fait pour un client en ZOP3, c'est une espèce d'extranet pour stocker des vidéos. En fait, je l'ai fait en 2 semaines et ça a marché assez vite. Je me suis lancé à fond, j'étais pas sûr d'y arriver, je me suis dit j'y vais, et puis ça marche très bien et je suis en train de le maintenir. Je vais essayer peut-être d'en faire une release bientôt. Mais c'est vraiment accessible et la courbe, elle est comme ça. Mais dans Zop 2, elle était au début comme ça, donc on faisait plein de choses rien. Et puis au bout d'un moment, quand on voulait faire les choses proprement, il fallait tout désapprendre et tout recommencer. Donc maintenant, il faut s'y mettre, mais au moins on n'a pas de surprise. Il y en a une là-bas. Plus que 2. Je voulais savoir s'il y a des outils pour, je n'ai pas très bien compris, pour implémenter, pour nourrir automatiquement la banque de données et pour voir traduire un site dans un autre contexte. Enfin, moi, la première chose que je me posais, j'ai essayé un petit peu, puis comment si je veux nourrir la banque de données, est-ce qu'il y a des outils? Je voyais pas l'endroit à part de les mettre automatiquement, enfin à la main, ça va pas de sens. C'est-à-dire pour alimenter la base de données? Pour alimenter la base de données, c'est votre application qui le fait. Vous créez les objets, vous créez des classes, donc vous avez des modèles de données. Vous créez l'objet, vous le mettez dans un autre... Bon, si vous avez que la racine au début, vous le stockez dans la racine. Typiquement, qu'est-ce qu'on va mettre dans la racine? C'est l'application elle-même. Donc c'est un gros dossier qui va contenir tous les autres objets. Et ensuite, vous stockez... Vous avez votre objet route par exemple, vous faites route comme un dictionnaire et puis vous faites égal et vous stockez votre objet et il est enregistré dans la ZODB, vous n'avez rien à faire. Il y a des moyens pour traduire des sites
Traduire des sites, non, c'est plus pour des choses qu'on démarre à partir de zéro. Une dernière question très très rapide. Oui, je me demandais si tu avais pensé à faire un PIDOC 3D. Ben, je me suis amusé un peu à faire du Blender, et comme Blender on peut le scripter en Python, je me suis dit que pourquoi pas automatiser quelque chose comme ça pourrait être marrant à faire, oui, ça pourrait être l'objet d'un sprint, je sais pas. Merci.